Rebonjour les amis. Eh ben, vous reconnaissez le monsieur à côté de moi? Arnaud Tisserand. Bonjour Guy. Merci. Alors, d'abord, merci d'être là. Et plein de choses à découvrir. La première chose, vous savez que le gros problème du cancer, c'est comment le détecter. Et donc, on a droit à l'injection de sucre, on a le droit au bombardement de rayons, mais mon voisin a une solution. Il va nous expliquer ça. Merci de m'inviter Guy, ça me fait vraiment plaisir. Tu veux parler un peu plus fort au cas où? De pouvoir m'exprimer. Alors oui, effectivement, il y a des solutions aujourd'hui qui sont très intéressantes mais peu connues. Gunther Unterlein a inventé ce qu'on appelle le microscope à fond noir parce qu'il désirait effectivement avoir la visibilité de la façon dont les gens vivaient à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une visibilité in vivo. Et ce microscope à fond noir aujourd'hui est très peu connu. Quand j'ai acheté le mien, j'ai été voir le plus grand fabricant de microscopes et à 2 reprises il m'a demandé « mais vous voulez vraiment un microscope à fond noir ?» Je dis « oui, il m'en faut un ». Et je lui ai dit « mais pourquoi vous me posez toutes ces questions ?» Et ce monsieur m'a dit « mais je n'en vends pas. Je ne vends pas de microscope à fond noir. » Je dis « c'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on appelle les microscopes à fond clair, on prend du sang, on le met sur une double lame, on le fait sécher, on met Ah oui, ça de toute façon, on le colorise, on le polarise et on regarde ce qui se passe. Comme une photographie que l'on ferait d'une personne, sans savoir comment la personne vit à l'intérieur. Et ce qui est intéressant donc avec le microscope à fond noir, c'est de pouvoir voir toutes les activités in vivo qu'il y a dans le sang. Alors on va prendre une goutte de sang périphérique et on va regarder un petit peu comment les interactions biochimiques et vivantes se passent. Est-ce que les globules rouges sont vivants ? Est-ce que leurs membranes sont élastiques? Est-ce qu'il y a des parasites? Voilà. En fait, c'est une visibilité profonde de la façon dont on vit à l'intérieur. Alors, il n'y a pas de contestation quand on regarde le sang d'une personne. Je veux dire, voilà, on a l'image réelle de l'état métabolique de la personne. Et en fait, cette vision-là va nous apporter en fait, la notion du substrat de la vie, l'engrais. Dans quel environnement baignent nos cellules? Tu pourras me donner, ou nous donner plutôt, tu m'as montré une petite vidéo de cellules. Alors ce sont des érythrocytes, ce sont des globules rouges, avec des globules blancs, des parasites qui vivent à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle de la parasitose. On voit même des fois dans les globules rouges des parasites vivre, c'est ce qu'on appelle de l'endobiose. Tous ces états-là, donc ça veut dire qu'on n'est pas en bonne santé. Ça ne manifeste pas la santé. Voilà. On ne peut pas contester que quand on est rempli de parasites à l'intérieur, nos cellules sont en pleine forme. Et d'ailleurs, on le voit en microscopie à fond noir parce que les mouvements sont visibles. Le système immunitaire est moins actif, et voire même des fois complètement figé, dans un environnement qui est toxique et délétère. Et c'est ce système immunitaire-là dont on a absolument besoin pour maintenir la santé. Et quand on considère qu'en fait, nos liquides physiologiques, alors je ne sais pas si tu te rappelles comment on appelait nos liquides physiologiques dans le temps. Non. Les humeurs. Ah oui. Les humeurs sont un aspect important de notre santé. D'ailleurs, chez certaines personnes, on leur dit « vous avez des troubles de l'humeur ». En fait, quand on dit qu'on a des troubles de l'humeur, ça veut dire que nos liquides physiologiques ne sont pas propres. Et le substrat de la vie est porté par le sang. Et ce sang doit être porteur non pas d'éléments favorisant la dysfonction des cellules, mais plutôt favorisant le bon fonctionnement des cellules. Et nos liquides physiologiques, c'est ce qui nous correspond aux 3/4. Nous sommes faits aux 3/4 d'eau, et cette eau doit être porteur de santé, et pas porteur d'un substrat qui favorise le dérèglement cellulaire et physiologique. Et ce qui est intéressant, effectivement, quand on fait une analyse de microscope à fond noir, c'est qu'on voit l'état physiologique adapté à la santé ou non, et comment les choses évoluent. Et effectivement, on a des indicateurs précurseurs de grands dérèglements physiologiques. Alors, j'aime pas donner le mot cancer, parce que c'est un mot qui est lourd, c'est un dysfonctionnement cellulaire. Et ça marche pas que pour le cancer, mais non, toutes les maladies. Mais non, à partir du moment où on a un sang qui est normalisé, avec un pH équilibré, avec une pureté à l'intérieur. Alors oui, on a besoin du système immunitaire parce que des fois on va croiser bactéries, virus, donc on a un système immunitaire qui est présent. Mais si nos liquides physiologiques sont porteurs de santé,
eh bien la pathologie ne peut pas tenir. Ces études-là sont vieilles depuis, d'ailleurs c'est, comment il s'appelle, Gunther Unterlein en a démontré, mais Antoine Béchamp, ça me revient. Antoine Béchamp, Pasteur. ça c'était à l'époque de Pasteur, Ouais. où tous les deux, effectivement, avec le matériel qu'ils avaient, constaté un dérèglement physiologique. Il y en a un qui a dit, ce que l'on voit vient de l'extérieur. Et l'autre disait, non, ça vient de l'intérieur. Alors, c'est deux points de vue sur une même image. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de corroborer le résultat avec ce que l'on constate. Et effectivement, on constate que beaucoup de choses viennent de l'intérieur. Et on le manifeste lorsque l'on voit une microscopie à fond noir. Bien sûr. Alors, ça pourrait être une très grosse avancée dans la mesure où, je le répète, moins de PET scan et surtout moins de sucre qu'on injecte, du sucre radioactif qu'ici aux États-Unis ils disent il ne faut pas en faire plus qu'un par an et en France, allez, on y va jusqu'à 3, 4 par an. Quand on fait cette analyse, on voit effectivement, et chez certaines personnes qui ont des pathologies lourdes, des champignons, des moisissures, des levures qui sont dans le sang. Ce sont ces éléments-là qui nous indiquent que le substrat de la vie, corroboré avec la santé, est en train de disparaître. Et on voit effectivement, on peut faire une corrélation profonde entre l'analyse de microscopie à fond noir et la déclaration de la pathologie de façon officielle. Et on voit effectivement les indicateurs changer quand on remet en question quelque part une hygiène de vie, quand on fait des corrections pour que notre milieu biologique se rétablisse, on le voit en direct dans le sang, au jour le jour, on voit les progressions. Il ne faut pas attendre 2 ans, puis on ne vide pas la personne. On n'est pas en train de lui vider 2 litres de sang, on prend juste une petite goutte sur le sang périphérique, et là on a une image instantanée de l'état de la santé, et on peut voir image après image l'évolution de ce que l'on est en train de faire. Est-ce que le milieu organique est en train de se normaliser, ou est-ce qu'il est en train de se dégrader? Et cet élément-là n'est pas connu. Oui. On ne l'utilise pas, cette imagerie du vivant, face à un dérèglement où on a des spécialistes. Laurent Schwartz est un spécialiste effectivement du travail de la cellule malade, comment elle se focalise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre un tout petit peu de recul et de se dire, mais dans quel environnement elle vit? Elle vit. Est-ce que le milieu extracellulaire... Elle vit dans un milieu extracellulaire, sinon voilà, la vie ne se manifestera pas. Mais dans quel environnement ces choses? Est-ce que les choses sont propres? Est-ce qu'il y a suffisamment de minéraux? Est-ce que les éléments de vie sont présents dans le milieu extracellulaire qui va avoir un impact sur la cellule? C'est ce que permet la microscopie à fond noir. Et cette microscopie permettrait-elle de voir l'état de la mitochondrie? Alors, ça dépend le focal que l'on a. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est les conséquences d'une inactivité ou d'une mauvaise activité de la mitochondrie. Mais il faudra peut-être que je demande au professeur Soriano. Les recherches de ce côté-là n'ont pas abouti à une validation via la microscopie à fond noir de façon précise. On en voit les conséquences, c'est-à-dire qu'on voit effectivement si l'ATP est correctement fabriqué, etc. Mais on n'a pas d'imagerie aujourd'hui possible avec cette technologie-là. D'accord. L'imagerie que j'ai vue, c'était justement avec Laurent Schwartz au Palais de la Découverte. Il n'y a même pas un mois, je crois. C'était le CNRS, donc je ne me rappelle plus le nom de la personne, c'était un maître de recherche, je crois, à Bordeaux. Et c'était extrêmement intéressant, mais effectivement, c'était sur des photos, des diapos, enfin, morts, quoi. Il faut des microscopes relativement puissants. Peut-être que nos moyens économiques aujourd'hui ne nous permettent pas, sur une imagerie de sang vivant, de pouvoir atteindre. Toujours est-il, c'est que c'est l'histoire de l'iceberg, tu sais. On a la partie émergée et la partie immergée. On s'intéresse à la partie émergée, donc le symptôme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quoi se nourrit ce symptôme. Quelle est la partie qu'on ne voit pas, qui est ce substrat de la vie et qu'il faut absolument prendre en considération dans chaque dérèglement physiologique. Si on ne regarde pas cette image complète de la partie biologique, je parle juste de la partie biologique, on n'est pas encore en train de parler de la partie émotionnelle, parce que ça c'est encore une autre facette, mais la partie biologique, on se focalise sur le symptôme, et puis ce qui constitue la matière du symptôme, on a des fois tendance à l'oublier. Oui. Alors,
on se focalise là sur les 90% qui sont en dessous. Eh ben oui. Et qu'est-ce que tu vois, quel traitement, j'irais dire, on pourrait apporter, puisque maintenant tu as la manière de voir qu'il se passe quelque chose de pas bien. Hein, je joue au Candide. Et maintenant, il faut arriver à une solution. Alors, les solutions, on en connaît certaines que d'autres appliquent. Excuse-moi. Le jeûne, le régime cétogène, le bleu de méthylène, le traitement métabolique, etc. Et toi, où tu vas? Alors, le mot traitement me gêne. Parce que ce n'est pas un traitement que ma conception de la biologie souhaite appliquer. C'est plutôt de trouver le moyen de normaliser les fonctions biologiques du corps. Parce qu'une cellule qui est bien hydratée, bien oxygénée, bien nourrie, dans un milieu qui est adapté à la vie, est une cellule en santé. Et plus on a de cellules en santé... Mais c'est ce qu'on essaye tous de faire, ce que tu viens de dire. Je suis d'accord. Comment le faire? Mais moi, je m'intéresse à la constitution de cette cellule. De quoi est-elle constituée? Quels sont ses besoins? Et quand on regarde ça de façon non pas focalisée sur une pathologie, mais sur ce qu'est la santé, eh bien, on va se rendre compte que la première cellule vivante, d'ailleurs, un ovocyte fécondé, c'est 99,8% d'eau. Un bébé, c'est 80% d'eau. À l'âge adulte, c'est 70%. Et plus en fait on avance en âge, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient plus que 35% d'eau, on se dit, quel est le problème? Est-ce que ce qui porte la vie est toujours présent? Est-ce que l'eau qui nous compose, 3/4 d'un être vivant, professeur Marc-Henri va beaucoup plus loin en termes de nombre de molécules d'eau, puisque nous serions faits à 99,8% de molécules d'eau, ce qui est vrai aussi, qui est une autre façon de regarder les choses. Est-ce que l'eau qui nous compose, on en a suffisamment? Est-ce qu'elle est suffisamment minéralisée? Parce que ce sont les fondements de toute santé. Si on ne regarde pas ce fondement de la santé, alors oui, on va pouvoir essayer de faire des choses. J'ai rencontré de grands scientifiques qui me disaient, voilà, j'utilise des plantes sur les surrénales. Je dis, mais elles sont dans quel état tes surrénales? Est-ce qu'elles sont hydratées? Ou plutôt, est-ce qu'elles sont déshydratées, asséchées, et on va essayer de pousser une activité des surrénales, et puis quand on arrête le traitement, la surrénale n'a pas redémarré. Elle est encore plus épuisée qu'avant. Et donc, le fait d'avoir ce regard sur la façon dont on est constitué, nos liquides physiologiques. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Pierre-Valentin Marchessault, peut-être que tu connais pas, celui qui a intégré la notion naturiste, naturopathique en France, disait que un bon sang fait le bon sens. C'est-à-dire que notre sang, qui est porteur de la vie, qui circule, 5 litres à la minute, ça circule vite, et qui est en contact avec les cellules, sa qualité est quelque chose d'extrêmement important. Et pour moi, redonner de la vie à ce sang, alors on le verra dans notre discussion comment, est la base de la reconstitution d'un être vivant. Si on regarde la qualité de l'eau, nutritif, appropriée avec toutes les vitamines qu'il lui faut, la cellule se remet en santé. Alors comment on fait? Oui, comment on fait? Voilà, parce que pour te donner une idée, moi, avec le petit génie que je suis, donc qu'est-ce que je me suis dit? J'ai pris mes résultats sanguins, j'ai pris le tableau Mendeleïev, j'ai regardé ce qui me manque, et j'ai acheté tout bêtement sur Amazon des compléments alimentaires que j'avale. Alors, je sais pertinemment que je ne sais pas si ça sert à quelque chose, que je ne sais pas s'ils sont assimilés ou pas par mon corps, mais je les prends parce que je n'ai pas d'autre solution. Alors maintenant, toi, tu as certaines solutions, paraît-il. La nature, là. La nature, là, voilà. Je reprends. Alors, dévoile-les. On remet les choses à leur place. Dans une des vidéos d'ailleurs que tu as diffusées sur ton site, le professeur Soriano explique une chose très très simple. Il y a 3 mondes autour de nous. Il y a le monde du minéral, le monde du végétal et nous, mammifères humanoïdes. On va rester simple. Les mammifères n'ont pas la capacité biologique de pouvoir absorber le monde du minéral. On est systématiquement obligé de passer par le monde du végétal, qui, elle, sait assimiler, via des échanges argilo-calcaires, toute une chimie qui lui est propre, l'ensemble des minéraux,
dont elle a besoin pour vivre. Et nous, une fois transformés, c'est ce qu'on appelle pratiquement une chélation, c'est-à-dire qu'on transforme les minéraux qui sont à la base pour nous inorganiques en minéraux organiques. Et on est obligé de passer par le végétal. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé, peut-être que tu auras la chance de pouvoir le mettre sur ton site, le blog du professeur Marc-Henri, qui explique de façon parfaite que quand on veut supplémenter un corps sur plusieurs minéraux, ce qui favorise l'absorption, c'est d'une part le monde du végétal, mais c'est également d'avoir le totum des minéraux. Parce que ces minéraux sont divisés, on ne va pas rentrer dans la chimie, sur des minéraux à polarité négative et des minéraux à polarité positive. On ne rentre pas dans le système, mais pour ceux que ça intéresse, on pourra échanger. Et cet équilibre électrique chimique fait en sorte que lorsque l'on absorbe le totum des minéraux dans notre organisme, qui sont passés par le monde du végétal, d'une part le corps sait l'absorber, la barrière intestinale est passée immédiatement, l'assimilation est très rapide, et surtout le corps va pouvoir prendre de façon équilibrée tout ce dont il a besoin. Parce que quand on est carencé sur un élément minéral, il faut savoir que l'équilibre minéral est complètement déstructuré. Et c'est ce que dit Marc-Henri, quand on veut accompagner un corps dans une recharge minérale, il est beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent quelque part, de lui donner à disposition tout ce dont il a besoin, et c'est lui qui se sert dans la proportion et la quantité qu'il a besoin. Et puisqu'il n'a pas besoin, il l'élimine naturellement par les reins. Alors, moi, toujours aussi naïf, je sais tout ça, pour l'avoir lu, je ne le comprends pas, mais je le sais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, j'achète mes minéraux, je mange des légumes où il y a des minéraux, où il y a censé avoir des minéraux, puisque ça réduit à cause de la pauvreté de la terre, et je prends un maximum de végétaux, de légumes crus, de manière à aider à ce que mes minéraux soient assimilés. Est-ce que ça tient debout ou c'est du fantasme? Non, dans le principe, c'est très bon. La solution qu'on va échanger, qui est la prise d'eau de mer, enfin, on n'est pas fait pour boire de l'eau de mer, on est bien d'accord. On est bien d'accord, on n'est pas fait pour boire de l'eau de mer. Néanmoins, on s'est rendu compte, par des grands scientifiques également, c'est pas de notre connaissance, qu'on a tué 80% de la biomasse vivante du sol, c'est-à-dire que les animaux qui nourrissent nos plantes ont partie disparue. Alors on a des techniques, la permaculture pour rééquilibrer tout cela. Alors aujourd'hui, des fois, on a le fantasme du légume le plus gros possible. Mais s'il n'a que de l'eau, s'il n'y a aucune vitamine, s'il n'y a pas de potassium, tu vas pouvoir en manger des kilos. Donc nos corps étant en carence, il va falloir en absorber des choses. Donc effectivement, le fait de manger des végétaux contenant un maximum de minéraux va pouvoir permettre à notre corps de l'assimiler. Mais il y a des corps qui, malgré cette loi, n'arrivent plus à assimiler, entre autres le fer. Certaines personnes doivent prendre de la viande pour pouvoir assimiler le fer. Alors je leur pose la question, la bête, comment elle a fait pour métaboliser son fer? Qu'est-ce qu'elle mange? Des végétaux? Est-ce que notre biologie est devenue aussi malade qu'elle n'arrive même plus à absorber du fer alors que la bête y arrive? C'est une grande question quand même. Absolument. Et ces questions-là nous font prendre conscience qu'on a besoin de vérifier le substrat de notre vie. Et le substrat de notre vie, c'est nos liquides physiologiques. Et ce qui est marrant, c'est que René Quinton, au début du XXe siècle, a reconnu la corrélation entre l'eau de mer, diluée à la bonne proportion des minéraux, et notre sang. C'est pour ça qu'on l'appelle le plasma marin. C'est-à-dire que l'eau de mer, c'est le sang des poissons. D'accord? Pour eux, c'est leur sang. Nous, on a une isotonie, c'est-à-dire une concentration des sels minéraux qui est plus basse. Donc on le ramène au taux de concentration de nos minéraux, alors après c'est académique, qui est 9 grammes de sels minéraux par litre. Alors il n'y a pas que du sodium. Oui, bien sûr. D'accord? Il y a il y a 78 ions plus des traces. Au total, il y a 78 éléments présents dans l'eau de mer dont nos cellules ont besoin. Une cellule est remplie de potassium. C'est le cas quand on regarde la composition d'une cellule. Et quand on regarde la composition du milieu extracellulaire et l'eau de mer, c'est la même chose. Donc en fait, l'eau de mer est devenue aujourd'hui ce que moi j'appelle un super aliment, une base qui contient tous les éléments qui constituent notre sang. Alors, effectivement, l'eau de mer, c'était avant-hier.
on s'est vu et on s'est dit, l'eau de mer est polluée. Alors, il y a plein de marchands, plein, pas tellement que ça, mais qui vendent hors de prix, dans des bouteilles, de l'eau de mer, dite de mer. Tu m'as expliqué que j'ai, je sais pas où tu l'as mis, une brosse à crin, et avec ma brosse, voilà, vous voyez, regardez. C'est bien blanc, hein? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas si vous le voyez, ça veut dire que mes pores sont bouchés. C'est bien ça? Sont fermés. Sont C'est-à-dire fermés. qu'il n'y a pas de respiration au niveau de la peau possible. Voilà. Donc, je me suis acheté une brosse de crin. J'ai vu l'arme de guerre. Voilà. Je vais me frotter avec ça partout. Et tous les matins, je vais aller à la plage, je vais marcher pendant une demi-heure dans l'eau. Et l'eau que je ne vais pas boire puisqu'elle est polluée, elle va rentrer dans mon corps à travers la peau qui Oui. sert de filtre. Oui, on a une barrière. Hein. Il faut considérer qu'on a une barrière, sinon tous les gens qui iraient à la mer seraient des mourants. Et je dirais même, durant l'été, tu bois une tasse. Oui. Bon, tu vas pas Oui. mourir parce Non. que tu bois une tasse d'eau de mer, Bien sûr. même peu importe où. À part celle où effectivement à 2 km de la plage, les égouts se déversent. Là, franchement, C'est plus grave. c'est relativement critique et dangereux. Oui, tout à fait. Alors, oui, effectivement, il y a de tout. Voilà, alors aujourd'hui, donc, ce que je constate, simplement, en grand naïf que je suis, ça fait 3 fois que je le dis, je suis pas si naïf que ça. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je confirme. Il est gentil, hein, il est gentil. Ah non, je confirme. On raconte pas Alors- n'importe quoi, Guy. Et c'est bien Alors- d'ailleurs. C'est bien d'avoir cet esprit critique parce que quand on a une thèse, Mais c'est là où moi je... On cherche j'essaie- l'antithèse, hein. Ben oui, Eh ben oui. et c'est là où j'essaye de vous faire rencontrer, vous, les scientifiques qui savez, et qui ne regardent pas partout en même temps. En partant de Laurent Schwartz, j'ai découvert dans l'une de ses vidéos Tom Seyfried, j'ai découvert Marc-Henri, je t'ai découvert toi, et il y en a d'autres que je n'ai pas encore le droit de nommer, mais que je suis en train de découvrir ou que j'ai découvert, mais qui ne veulent pas que je les mette en avant pour l'instant. Ça viendra quand je serai un peu plus... Le jour, je pense, où j'irai effectivement voir le ministère de la Santé, quand j'irai faire mon exposé à l'Institut national du cancer, là, toutes ces personnes regarderont autrement et ça ouvrira certainement des portes et des barrières. c'est important ce que tu dis parce que la lumière que l'on voit, elle est composée de milliards de fréquences. C'est pas qu'une fréquence, la lumière. C'est une multitude de fréquences. Et dans ta recherche, tu vas avoir une multitude de points de vue qui vont donner une image, ce que j'appelle moi stéréophonique, c'est-à-dire pratiquement complète en 3D de ce qu'est aujourd'hui ce qui t'intéresse, un désordre physiologique qu'on appelle le cancer, et qui pour moi a pour attrait de savoir comment on préserve la santé. Alors, ces deux points ne sont pas, elles sont pas divergents, ils sont Bien sûr convergents que non. parce que c'est l'intérêt de tous. C'est-à-dire quand on perd quelque chose, on recherche à le retrouver. Quand on perd la santé, on recherche. Alors, soit on se dit, je fais confiance à une personne et j'écoute de façon, voilà, je fais confiance, mais on a un point de vue. Et ce qui est bien, c'est d'avoir une multitude de points de vue pour se rendre compte effectivement que, est-ce que ce que l'on me dit est en relation avec ce que je vis? Et est-ce que j'ai remarqué que les choses corroborent? Et je pense que ta démarche vient de là. C'est-à-dire qu'on a mis devant toi un parcours, tu as dit, mais non, je ne veux pas de ce parcours, il y a peut-être autre chose qui pourrait être découvert. Et c'est ça ce qui est intéressant au niveau de la science, c'est de se dire, il n'y a pas une vérité, il y a une vérité colorée, qui prend différents aspects. Toi, ton chemin de vie est le tien, ton chemin à la santé, vers la santé est le tien. Alors effectivement, ça peut résonner avec d'autres, mais on cherche tous la même chose. On cherche tous à préserver la santé ou à le retrouver. Alors tu vois ce que tu viens de dire, bon, on est tous d'accord, enfin tous, sauf hélas, pour l'instant, la médecine officielle. Ouais, elle recherche la santé Oui, aussi. oui, mais donc elle considère que le cancer, je reviens au cancer, si tu m'en veux pas, Mais bien est sûr, c'est une normal. maladie métabolique, est une maladie génétique, si je fais le contraire. J'ai très très vite découvert, si je peux appeler ça découvert, en prenant les informations là où je les ai trouvées,
que c'était une maladie métabolique. Et partant de là, j'ai continué à chercher. Et j'ai vu que Parkinson, Alzheimer et un tas d'autres maladies sont des maladies métaboliques, alors qu'on les soigne comme si c'était des maladies génétiques. Ce que je trouve dommage, Bien c'est sûr. que des prix Nobel, Oui, des gens sont qui pas ont... écoutés. Sont pas écoutés. À quoi ils servent? Mais exactement. Et il y en a eu tellement qui ont décrit ces Exactement. fonctions-là. En On leur a premier, donné, Warburg. oui, on leur a donné une médaille. Bah, c'est quand même pas rien, le prix Nobel Ouais. de médecine. Et on s'appuie pas sur leurs constatations, parce que la science, c'est quoi? C'est duplicable et répétable. Et on constate toujours la même chose. Eh bien, ces gens-là ont prouvé de façon manifeste des choses. Pourquoi on ne s'appuie pas sur leurs connaissances? Pourquoi on ne s'appuie pas sur la sagesse qui a constitué un résultat, qui a fourni un diplôme? C'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux. Bah, évidemment, évidemment. Et à ce sujet-là, je termine juste par ce que je dis. Je l'ai dit, bien évidemment, et il le savait bien avant moi, à Thomas Seyfried, qui lui a des élèves aussi, des gens qui l'écoutent, des gens dont un monsieur que j'aime énormément qui s'appelle Eric Berg. Et Eric Berg vient aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, de faire une vidéo qui nous explique que 90 à 95% des maladies sont d'origine métabolique. Donc, quand Laurent Schwartz fait un livre et qu'il appelle La fin des maladies, on a fait le C'est tour. courageux de sa part, Oui, mais on a fait le tour. bien sûr. C'est courageux de sa part et c'est bien pour ça que je veux arriver là où je veux arriver. Tous mes auditeurs, tous mes abonnés, tous mes amis avec un Z le savent et on y arrivera Oui, grâce à des gens comme toi et grâce à tous les gens À la mobilisation que je de mets tous. à la mobilisation oui. de tous. C'est important. Tu sais, quand j'ai commencé, mon leitmotiv, c'était ma première vidéo. Tu sais, le but de ma vidéo, c'est marqué pourquoi tous les chercheurs, tous les oncologues, tous les médecins du monde ne travaillent pas ensemble. Voilà. Alors je pense qu'il y a une question d'ego qui est ridicule, mais vraiment franchement ridicule, quand c'est la mort de milliers de gens qui est en jeu. La sagesse consisterait à dire on collabore, on échange nos connaissances pour voir comment on appréhende telle ou telle chose. Après, moi, je rentre pas dans cette... Non, ils se font une guerre des polices. Oui, c'est dommage parce que c'est la personne qui souffre en face d'eux qui va subir cette discorde. Et je pense qu'en tant qu'humain, puisque la base du mot humain c'est humus, qui est le meilleur engrais possible de nos jardins, l'humus, cet humus-là devrait favoriser les échanges, le respect de l'autre. Tiens, tu es pas bien, mobilisons-nous pour voir pourquoi et comment. Alors effectivement, avec tous ces points de vue qu'on va mettre en relation, puisque si la science corrobore ce que l'on voit, eh bien personne n'a à contester, à moins que la mauvaise foi rentre en ligne de compte, et là ça ne sera pas de ma partie, on arrivera à avoir à la fois le raisonnement, l'approche et la solution pour la santé. Alors moi je vais te proposer quelque chose. La vidéo, je suppose qu'elle est déjà relativement longue, et j'ai encore envie de parler de Quinton. D'accord. Un monsieur, lui aussi, comme Warburg, comme tous les prix Nobel, comme beaucoup d'autres, comme j'ai trouvé Pauline. Linus Pauling. Linus Pauling. Alexis Carrel. Voilà, des gens comme ça qui disparus. Disparus, pourquoi? Pour moi, j'ai la solution. Je le dis, ça fait pas plaisir quand je le dis. C'est Big Pharma. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas toi, c'est pas les autres, ne leur en voulez pas. Mais pour moi, c'est à partir du moment où on a pu monnayer des molécules et qui rapportent énormément d'argent, tout ce qui ne rapportait rien est parti en désuétude. Donc alors ce que je te demande maintenant, on va arrêter et tout de suite derrière, pour pas tout mélanger, on refait une vidéo sur Quinton. Avec plaisir. Hein? Merci. Mais je t'en prie. C'est moi qui te remercie.